Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, la Guinée s'achemine vers des élections avec deux scrutins. Il s'agit de l'uninominal et du national. Mais quels sont les partis en liste? Les détails, c'est dans cette édition d'information. Bientôt, le redémarrage des travaux d'exploitation du gisement de fer des Monimba, mais avant, des consultations publiques sont organisées. Elles visent à expliquer aux populations locales l'impact communautaire et environnemental de ce méga projet. Enfin, la toute première promotion d'agents de police judiciaire est déjà opérationnelle. La Guinée dispose ainsi d'une police capable de traduire en justice de potentiels braconniers et autres coupeurs de bois illégaux. Voilà pour le titre. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, c'est décret de 2020-049 per GSGG portant fixation de la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale pour le référendum. Le président de la République a vu la Constitution décrète. Article 1er, la campagne électorale pour le référendum est ouverte sur toute l'étendue du territoire national le samedi 15 février à 0h et s'achève le vendredi 28 février 2020 à minuit. Article 2. Les médias publics sont tenus de présenter les différents points de vue relatifs au oui et au non de manière équilibrée. Article 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication, HAC, le ministre d'État, ministre chargé de la Justice, garde des Sceaux, le ministre d'État à la présidence, chargé de la Défense nationale, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 7 février 2020, professeur Alpha Condé. Décret de 2020-046 PRG-SGG portant nomination d'un directeur général d'hôpital régional. Le président de la République, vu la Constitution décrète. Article 1er, Dr Yamoussa Youla, médecin précédemment conseiller technique au ministère de la Santé, est nommé directeur général de l'hôpital régional de Boké. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 7 février 2020, professeur Alpha Condé. Dans l'actualité ce soir, les élections législatives approchent à grands pas. Les citoyens sont appelés à élire les futurs députés de la nouvelle Assemblée nationale. Pour cela, deux types de scrutins s'offrent aux électeurs. Il s'agit de l'uninominal et du national. Mais quels sont les partis qui compétissent à l'uninominal et à la proportionnelle? Quelques éléments de réponse avec Makemi Donzo. Selon les règlements des élections législatives, les candidats au scrutin uninominal se présentent individuellement aux élections. Sous la bannière d'un parti, le candidat tente d'obtenir le plus grand nombre de voix de sa localité. Pour les législatives de 2020, l'éligibilité de chaque candidat est soumise au paiement de caution de 50 millions de francs guinéens. Ces candidatures portent sur 38 circonscriptions électorales. Ça veut dire que vous avez 38 députés qui peuvent être élus dans ce cadre-là. Donc le parti A, qui veut avoir un député à Kindia, présentera un candidat à Kindia, un seul. Le même parti qui veut avoir un député à Matam, il présentera un candidat à Matam. Dans la commune de Dixine, par exemple, 5 partis sont en compétition au scrutin uninominal, dont l'UPR, Union pour le progrès et le renouveau. Il faut être avec la confiance d'abord. Il faut croire en soi-même et être avec les gens. Ma campagne n'est pas une campagne de faire de tapage à travers la ville, mais c'est le porte-à-porte et la sensibilisation à tous les niveaux.
Au scrutin à la proportionnelle ou nationale, chaque parti candidat présente une liste de 76 noms. La participation est à 200 millions par liste pour cette consultation. Certains partis comme le PPD, Parti pour la paix et le développement, et le PDG-RDA, Rassemblement démocratique africain, ont choisi le scrutin national. Question de rationalité politique. On s'est dit que si on présentait une liste nationale, on a de fortes chances d'avoir des élus. Parce que nous avons 29 fédérations. Et sur les 29 fédérations, on a partout un peu où les gens peuvent voter pour nous. Donc ça nous donne beaucoup plus de chances d'avoir des élus. Nous avons pensé que la liste nationale est un peu plus avantageuse pour nous en tant que PDG RDA. La liste uninominale, et bien sûr, nous sommes représentés sur le plan national dans toutes les préfectures. En Guinée, les élus du scrutin uninominal et ceux du proportionnel ou national siègent ensemble dans la seule chambre de l'Assemblée nationale. Ils portent le même titre et ont les mêmes fonctions. 114 sièges sont à conquérir par les candidats à la députation. 76 sont réservés aux candidats sur les listes nationales et les 38 autres représentants directs des préfectures et communes de Conakry. Direction Pita, où une mission gouvernementale était récemment sur place après le constat des dégâts enregistrés dans cette préfecture lors des récentes manifestations. La mission s'est entretenue avec la notabilité pour tirer les leçons et annoncer des enquêtes indépendantes. Alia Kamara, de retour de Pita. Pita aussi a enregistré des pertes énormes. Les dégâts sur le bâtiment de la gendarmerie ont plongé la délégation ministérielle dans un profond désarroi. Pas des pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels difficiles à évaluer. La gendarmerie a enregistré, n'est-ce pas, des pertes énormes. Dans mon bureau, rien n'est sorti. Tout a été calciné. Les motos de service, n'est-ce pas, les motos qui ont été à la fourrière. Si vous prenez, n'est-ce pas, le bureau de mon adjoint, tout a été calciné. Tout a été calciné, je vous dis, rien n'est sorti là-bas, même une aiguille. Pourtant, à l'annonce de la manifestation, un conseil restreint s'est réuni autour du préfet pour donner la parole à tous les acteurs et voir comment, ensemble, encadrer le mouvement pour éviter des débordements. Mais cela n'a pas suffi. À la veille de chaque manifestation, nous faisons appel à toutes les parties prenantes. Nous faisons appel à la communauté, aux maires. Nous faisons appel à tout le monde, nous nous asseyons et nous parlons des dispositions qu'il faut pour que les choses ne se passent pas très mal. Quoiqu'en nombre insuffisant, les forces de sécurité ont pu tenir une journée. Mais le lendemain, selon le commissaire de police, les manifestants ont d'abord éventré l'entrepôt des stupéfiants saisis pour se les partager et faire un repli tactique. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus et ont incendié les deux bâtiments, la gendarmerie et le commissariat central. Ces véhicules que vous voyez, voilà la Mazda là, ça c'est un véhicule que le coupeur de route avait fait de ça. Lors de la première manifestation, ils sont allés barricader la route. Alors, ce véhicule est tombé dans le piège. On a pris les 7 éléments qui étaient là-bas, on a réussi à mettre main sur eux. Ils ont été déférés à la justice. Donc, ce véhicule a été là. Même l'autre là aussi, c'était dans le cadre de la fourrière. Tous ces 5 véhicules-là étaient là, même les 2 véhicules de la gendarmerie. Ils sont venus, ils ont mis le feu. Même l'aiguille, une aiguille n'est pas sortie dans les 2 bâtiments. Vous allez rentrer tout de suite. Il y a les calibres 12, les carcasses de calibre 12, les canons de calibre 12 déjà incendiés sont là-bas. Les manifestants, ils ont apporté des armes qui étaient à notre possession ici, ils en ont apporté. Et c'est l'inquiétude d'ailleurs que nous avons le plus. Parce que la nuit, ils sont partis, sont sortis certains bandits ici. Des édifices publics incendiés, des tonnes de drogue emportées, des prisonniers libérés et des armes de guerre volées, les manifestations de Pita frisent la tragédie. La délégation s'est ensuite rendue au domicile du grand calife pour lui adresser le respect du chef de l'État, professeur Alpha Condé,
et échanger avec lui des enquêtes qui sont déjà ouvertes pour traduire devant la justice tous les auteurs des cas de vandalisme. On reste toujours dans le Timbi avec une bonne nouvelle pour les populations. Bientôt une nouvelle centrale hydroélectrique à Pita. Elle sera réalisée sur le fleuve Kabadaga. C'est en aval du barrage de King Kong avec une production estimée à 100 MW. Nabi Kamara. Le fleuve Kambadaga dans Pita va abriter bientôt une nouvelle centrale hydroélectrique de 100 MW. Elle sera réalisée en BOT par une société indienne en aval du barrage de King Kong. Cette société a présenté jeudi le rapport de l'étude de préfaisabilité du projet au cadre du ministère de l'Énergie et les caractéristiques de l'ouvrage. Cet barrage, c'est le 100 MW. Il est installé dans deux phases. Phase C, 25 MW et phase D, c'est 75 MW, tout c'est la 100 MW. Les 7 sites un peu différents, l'autre projet de Concouré River. Notre site, il y a plus en haut par rapport à l'autre site. La réalisation de ce nouveau barrage à Pita se situe dans le cadre de l'amélioration du potentiel hydroélectrique de notre pays pour faire face aux besoins sans cesse croissants en énergie des populations et des unités industrielles et minières. Dans Kambadaga, ça sera en BOT. C'est la société qui aura à charge de lever les fonds et de réaliser. Et après, maintenant, quand ils construiront, le productible de cette centrale sera revendu à EDG, qui pour l'instant est une société de fait et d'État. C'est EDG qui pourra en ce moment prendre le productible de cette centrale et la transporter, la revendre. Au programme que toutes les localités voisines puissent être desservies en électricité et plus maintenant la ligne de transport d'énergie qui va arriver et rejoindre la ligne d'interconnexion 225 kV qui passe, n'est-ce pas, de la baie à Pita jusqu'à Mamou. La durée des travaux des deux étapes du barrage à Kambadaga est prévue pour 7 ans. Bientôt le redémarrage des travaux d'exploitation du jugement de fer des Monimba, mais avant, les travaux de prise en charge des problèmes communautaires et environnementaux sont débattus et des solutions sont envisagées. N'est-ce pas, Amadou Touré? Le mont Nemba, 1752 mètres, situé à l'extrême sud de la Guinée dans la préfecture de Lola, aux frontières guinéo-ivoiriennes et libériennes, regorge plus d'1 milliard de minéraux à haute teneur en fer. En plus de cela, ce plus haut sommet du pays est une réserve naturelle intégrale, réserve de biosphère. C'est aussi un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. À cause de ses caractéristiques atypiques, l'exploitation des mines de fer devient complexe. Devant cette inquiétude, de nombreuses actions sont entreprises. Nous menons depuis, dans certains cas, depuis 12 ou 15 ans, des études poussées sur certaines espèces, à savoir le chimpanzé qui habite au mont Nimba, le célèbre crapaud vivipare, les chauves-souris et beaucoup d'autres, y compris la flore, les orchidées par exemple. Donc à travers ces études, nous arrivons à savoir où elles vivent et de quoi elles dépendent. Ensuite, nous allons mettre en œuvre des mesures d'abord d'évitement. C'est-à-dire si nous savons où elles vivent ou s'il y a un corridor de migration, par exemple, nous allons essayer au maximum d'éviter de perturber ce corridor, de perturber cet habitat. Au-delà de la prise en compte du volet environnemental, les préoccupations des communautés riveraines étaient notre souci majeur de l'État. Une consultation du public qui s'inscrit dans un processus qui fait partie de l'étude d'impact environnemental et social. On ne peut pas envisager de développer un projet sans intégrer ce facteur-là, c'est-à-dire le contenu local, l'implication des populations qui vivent dans cette région et donc, je dirais même l'association de ces communautés dans le cadre du développement du projet. J'étais là pour dire au nom du ministre et du gouvernement, du président lui-même, que nous sommes très attentifs à ces questions environnementales. Nous sommes enthousiastes en ce qui concerne la mise en place de ce nouveau projet dans un secteur qui est aujourd'hui non développé en Guinée, le secteur du minerai de fer. Et dans une zone géographique, l'extrême sud-est de la Guinée, qui est aussi une zone qui a des ressources mais qui n'est pas encore développée. Donc en raison de tout cela, nous sommes très enthousiastes de voir un nouveau projet se mettre en place dans cette partie de la Guinée et surtout dans
le minerai de fer. C'est en 1968 que la première exploration des monts Nimba a été réalisée. Il a fallu attendre 38 ans, c'est-à-dire 2006, pour voir opérer d'autres sondages de confirmation. Ceci avant l'exploitation proprement dite par la Société des mines de fer de Guinée. Comme annoncé dans les titres, c'est la toute première promotion d'agents de police judiciaire chez les soldats de la nature. À l'issue de quelques mois de formation, les conservateurs de la nature disposent désormais d'un effectif d'agents de police capables de traduire en justice de potentiels braconniers ou coupeurs de route illégaux, coupeurs de bois illégaux. Mamadou Alpha Baldé. Aux allures d'une répétition générale, les premiers agents de police judiciaire du corps des conservateurs de la nature démontrent ce qu'ils ont appris au terme de 3 mois de formation à l'école de gendarmerie de Kaléa dans Forêt-Karia. En image, la mise en scène d'une arrestation d'un coupeur illicite de bois. De son interpellation jusqu'à sa présentation devant un juge, en passant par l'étape des auditions, ces agents maîtrisent désormais l'ensemble de la procédure à suivre conformément au texte législatif. Ce qu'on a reçu, nous devons mettre ça en application pour que l'objectif visé par le ministère soit atteint, à savoir chercher partout où il y a une infraction, empêcher d'abord qu'il y ait infraction, parce que c'est ce qui est plus important, empêcher qu'il y ait infraction. Et si par hasard il y a infraction, qu'on cesse à mettre les auteurs de ces infractions dans les mains de la justice pour que la justice soit faite. Sur le terrain, la coupe illicite du bois est constatée dans plusieurs localités. Les coupeurs clandestins sont rarement inquiétés. Avec ces nouveaux APJ, une amélioration significative dans la poursuite des bourreaux de la nature est attendue. Nous sommes tous témoins de tout ce qui se passe au niveau de notre environnement de façon générale. Il ne faut pas toujours que le conservateur de la nature attende un policier ou un gendarme pour mettre main sur un malfrat en train de détruire cette nature, sans pour autant être en mesure de le saisir tout de suite et de préparer la procédure pour l'officier de police judiciaire qui est habilité à s'adresser directement au procureur de la République. C'est ce travail que nous venons de faire. Que la présente formation qui vient de prendre fin s'inscrit dans le cadre de freiner la dégradation continue de nos ressources naturelles et d'accroître les capacités de surveillance de l'administration forestière et de la diversité biologique que le corps à statut particulier a été créé au sein de mon département, constituant ainsi une des priorités du programme de société de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République. Face aux innombrables actions anthropiques, cette première promotion d'agents de police judiciaire aura fort à faire sur le terrain. Ils seront à leur tour jugés aux actes et des résultats obtenus à l'échelle nationale. On reste toujours dans ce domaine et puis ce chiffre à retenir ce soir, 800 tonnes de CO2 à l'hectare, bien plus que les forêts ordinaires. Voilà ce que peuvent sécréter les zones humides. Cependant, elles sont fortement surmenées et plusieurs d'entre elles pourraient disparaître si rien n'est fait. À Conakry, des protecteurs de la nature sont actuellement en conclave pour assurer une gestion durable des zones humides. Alpha Isiagaba. Pour garantir la sécurité alimentaire et maintenir une biodiversité riche et variée, les zones humides sont d'une importance capitale. La Guinée entend couvrir 25% de son territoire de zones humides. Même si cet objectif n'est pas encore atteint, le pays dispose des milliers de zones humides, dont des sites Ramsar, c'est-à-dire d'une importance mondiale. La Guinée est un foyer de zones humides. Mais pour protéger ces zones humides, il est important que les cadres d'abord renforcent leurs capacités et maîtrisent mieux les concepts liés à la protection de ces zones humides. Aujourd'hui, bon nombre de ces zones humides sont menacées par l'homme. À Conakry, le projet de gestion durable des zones humides pour le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Ouest mobilise des responsables d'aires marines protégées et autres défenseurs de la nature pour une meilleure prise en compte de la protection des zones humides.
Les zones humides ont un éventail d'importance extrêmement large, mais tout le monde ne le sait pas. Donc si l'on dégrade une zone humide, eh bien on perd tous les services écosystémiques, en tout cas une partie importante des services écosystémiques que ces zones humides sont censées fournir aux populations riveraines et même à l'État. De Conakry à Nourasoba en passant par Tristao, Kapachez et Soro, la Guinée se veut un pays exemplaire dans la protection durable et l'utilisation rationnelle des zones humides qui abritent environ 50% des espèces d'oiseaux et 30% des espèces végétales. Agriculture, la Banque mondiale supervise les projets financés par son institution à Ouamounous, sous-préfecture de Kolaoui. C'est la plaine agricole de Batipon qui est en train d'être aménagée. Les travaux sont pilotés par le programme de développement agricole intégré de Guinée, ce qui permettra aux paysans d'augmenter leur rendement à l'hectare. Bosman. La Banque mondiale, partenaire privilégié de la Guinée dans l'appui à la production agricole, est à Ouamounous, un district de la sous-préfecture de Kolaoui. C'est pour apprécier la plateforme multifonctionnelle réalisée l'an dernier par WAP PPAO. À cela s'ajoute le lancement des travaux d'aménagement de la plaine de Batipon par le programme de développement agricole intégré de Guinée, PEDEG, un domaine de 1100 hectares exploité par 2750 cultivateurs de 9 villages environnants. Il ne suffit pas d'augmenter la productivité de riz. Il faut encore faire en sorte que toute la chaîne de valeur profite à tout le monde. Et c'est dans ce sens que le programme que nous venons de mettre en place, le PEDEG, va aider justement à bâtir sur les acquis donc, du WAP. Nous sommes très intéressés par l'implication des mamans, parce que vous savez très bien le milieu, nos foyers, le rôle que les femmes jouent dans la stabilité et surtout leur concours pour l'éducation des enfants et des jeunes filles. Les travaux vont consister à la construction de digues mécanisées équipées d'ouvrages de régulation et des canaux d'irrigation pour la maîtrise de l'eau en toute saison, ce qui permettra d'augmenter de façon significative le rendement et passer d'1 à 3 récoltes par an à la grande satisfaction de l'ensemble des producteurs de Kolaoui à Boké. Le travail qui sera fait ici, nous souhaitons qu'il se réalise dans de bonnes conditions. Et nous prions pour tous ceux qui sont en train de nous aider afin d'améliorer notre condition de vie et que notre village connaisse le progrès. Les travaux sont lancés pour une durée de 8 mois. La Banque mondiale rassure quant à sa disponibilité de suivre l'évolution des différentes étapes du projet pour le bien des communautés locales. Gestion des projets de recherche scientifique à Kindia, des chercheurs venant des centres de recherche de documentation du pays bénéficient d'une formation de 4 jours. Elle porte sur les techniques de montage de projets incitatifs pour l'obtention de fonds de recherche. Francis Collier. Faire une recherche de qualité suppose des moyens appropriés. Et pour disposer de ces moyens, la conception et la gestion des projets de recherche sont des outils à mettre à la disposition des cadres des institutions de recherche. À Kindia, directeurs, secrétaires scientifiques et techniciens prennent part à ces échanges. Il y a quelques années, la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a initié des séries de formations. On a commencé par la gestion des centres de recherche, le plan national de développement économique et social. Tout cela, c'était le niveau macro. Mais la mise en œuvre de tout cela au niveau des institutions, quelle que soit la nature, que ce soit l'eau, la codiculture, que ce soit les plantes médicinales, ça se fait à travers des projets. Cet atelier est vraiment important pour moi parce que ça va me donner des outils, surtout pour l'élaboration du budget d'un projet de recherche. C'est vrai qu'on a des idées déjà sur comment se fixer des objectifs par rapport à un projet de recherche. Cette formation des cadres des centres de recherche scientifique et de documentation traduit la volonté des autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à asseoir le développement du pays sur la recherche et l'innovation.
C'est pour outiller ces différents centres de recherche, pour qu'ils puissent demain être outillés et puis qu'ils puissent réellement avoir des financements à partir de l'extérieur. Si vous voyez qu'on multiplie aussi de telles rencontres, c'est pour que nos centres de recherche sortent de leur état d'avant. Il y a assez de résultats dans nos centres de recherche, mais qui ne sont pas connus du Guinéen moyen. Ces renforcements de capacité et d'échange entrent dans les bonnes pratiques à la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Pour la 4e année consécutive, directeurs, secrétaires scientifiques et techniciens des centres de recherche et de documentation se familiarisent aux outils de conception, de gestion et de suivi de projets de recherche scientifique. Espace santé, au moment où le monde est secoué par l'épidémie de coronavirus, la CEDEAO se veut avant-gardiste face à d'éventuelles situations. Pour cela, un programme d'appui à la prévention des pandémies est mis en place. Des prototypes de solutions innovantes ont été également développés par des jeunes Guinéens. Pour appuyer ce programme, son but est de permettre d'améliorer la qualité des outils de communication. Les précisions dans ce reportage de Al-Gassi Mouba. Après une année de formation, ces jeunes mettent en application 3 nouvelles plateformes de communication pour la prévention et la riposte face aux épidémies. Il s'agit d'Afrinov Tech, Santea Kibaro et Tech Santé, des applications qui permettront de collecter des données, de faciliter la communication sur les risques sanitaires et de lutter contre les rumeurs à travers des alertes. Cette application va permettre, lorsque une autre épidémie, on ne le souhaite pas, par exemple le coronavirus, que la population soit informée sur cette épidémie à temps et qu'elle sache quelles sont les mesures à prendre pour éviter que cette pathologie ne se transmette plus rapidement que Ebola ne l'a fait en Guinée. Il y a un programme qui est le RPP au niveau de la CEDEAO qui a été mis en place. Et donc c'est dans ce cadre de ce programme-là qu'un hackathon a été fait dans les autres pays et ainsi aussi donc c'était l'édition de la Guinée pour pouvoir développer des solutions pour pouvoir répondre rapidement en cas de prochaines pandémies qui surviendraient dans ces pays. Avec la manifestation des épidémies dans le monde comme coronavirus, ces 3 nouvelles applications pourraient permettre d'améliorer la qualité des outils de communication. Des outils utilisés par le gouvernement et les agences sanitaires pour la prévention et la résolution des épidémies. C'est des applications qui, je pense, qui doivent être utilisées dans le cadre de la communication sur les risques en santé. Donc je pense que l'ANS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, doit collaborer avec ces jeunes-là pour mieux faire passer les messages en période d'épidémie pour toucher le plus grand nombre de personnes au niveau du pays. Nous espérons qu'après cet hackathon, après ce programme de mentorat, il y aura 2 personnes et 2 organisations qui seront intéressées à utiliser ce service et à utiliser cette solution pour la prévention des épidémies, mais aussi peut-être pour d'autres solutions de santé ou dans d'autres secteurs comme par exemple l'éducation. L'actualité nous montre que ces prototypes de solutions innovantes pourront être utiles dans le cadre de la prévention des maladies dans nos régions. Validation du nouveau plan national stratégique de lutte contre le paludisme. Ce programme couvre la période 2019-2023. C'était au cours d'un atelier qui a rubriqué cadre du ministère de la Santé et ses partenaires comme le projet Stop Palu. Guinée Sané. Ce document est l'outil de référence pour la lutte contre le paludisme. Il facilite le ciblage des interventions et la mobilisation des ressources. L'objectif est de conduire le pays vers la pré-élimination d'ici fin 2023 en réduisant la prévalence actuelle de 50% par rapport à 2016. Le plan stratégique national du programme national de lutte contre le palu repose sur 4 stratégies, à savoir la prise en charge correcte et précoce du paludisme, la lutte contre les vecteurs, la prévention du paludisme chez la femme enceinte, également au niveau des enfants et des nourrissons. Nous appuyons tous les axes stratégiques du plan national. Donc,
intervenons dans tous les domaines de la lutte contre le paludisme, depuis la prévention, en passant par le diagnostic, le traitement, la prévention chez la femme enceinte, chez les enfants, et puis l'appui même à la coordination du programme national de lutte contre le paludisme. Nous sommes en train actuellement de dérouler le nouveau PSN, c'est-à-dire le plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Nous allons tenir compte des nouveaux axes et des nouvelles activités qui sont prévues dans ce plan, notamment la mise en œuvre, comme on a dit, des campagnes CPS pour la protection de nos enfants qui sont les plus vulnérables. Le programme national de lutte contre le palu a organisé en collaboration avec les partenaires deux campagnes de distribution gratuite de masques des MILDA en 2013 et 2016. Avec ces différentes campagnes, des résultats encourageants ont été enregistrés grâce à une synergie d'action et de l'engagement des acteurs à tous les niveaux. Le plan stratégique 2013-2017 quand même a permis à la Guinée de mettre en œuvre des interventions très efficaces qui ont permis d'avoir beaucoup de résultats très appréciables. Si nous prenons par exemple la prévalence du paludisme, cette prévalence est passée de 44% en 2012 qui a été évaluée par l'EDS 2012 à 15% en 2016, ce qui fait une réduction de 3 fois la prévalence. Donc ça veut dire que ça a donné vraiment des résultats très appréciables. La vision du ministère de la Santé pour le plan stratégique national 2018-2023 est faire de notre pays une Guinée sans paludisme pour un développement socio-économique durable. Dans le même domaine, un nouveau médicament pour la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. L'annonce a été faite lors d'une rencontre d'échange entre les acteurs de la lutte contre la maladie. Le nouveau produit devrait permettre d'éradiquer la maladie du sommeil. Samara Tolno, Bernard Tonguino. Le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine révise sa stratégie. Une nouvelle molécule est désormais introduite dans la prise en charge de la maladie du sommeil. Les acteurs de la chaîne sanitaire se concertent sur l'usage de ces nouveaux médicaments qui vient révolutionner la prise en charge de la trypanosomiase. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'apprendre à la communauté internationale que nous avons de nouvelles molécules qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, des comprimés et qui sont faciles d'utilisation. Et donc avec la présence, avec la disponibilité effectivement de ces comprimés, nous sommes sûrs que la prise en charge de la trypanosomiase humaine africaine va être vraiment très simple et ça va nous permettre d'avancer et d'atteindre l'objectif. Nous avons pu atteindre l'objectif d'élimination. Pour une meilleure exécution du nouveau plan de lutte contre la maladie, le programme national de lutte bénéficie de l'accompagnement des structures nationales et internationales. Un appui qui passe par l'équipement et la formation du personnel soignant. La structure a quelques difficultés liées à l'atteinte des malades qui sont très éloignés dans le cadre des examens de labo. Nous avons un laboratoire mobile. On pourrait donc aider le programme à aller vers ces malades très loin logés. L'Institut est vraiment disposé à apporter de l'aide en donnant le véhicule labo mobile et puis en apportant son système également dans la formation et dans la recherche. Le flexinidazole, c'est le nom de ces nouveaux médicaments pour la prise en charge de la trypanosomiase humaine africaine. Le produit est agréé par l'Agence européenne de médicaments et inscrit sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et puis c'est au tour des leaders religieux de s'associer à la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils ont échangé sur les voies et moyens à suivre pour mettre fin à cette pratique en Guinée. Mohamed De Camara. L'intensification de la lutte contre les violences basées sur le genre demande l'implication de toutes les couches sociales du pays. Des religieux musulmans et chrétiens adhèrent davantage à cette démarche. Ils lancent à Conakry la conférence nationale pour la promotion de l'abandon des MGF. En impliquant les religieux,
ça nous aide à clarifier le fait que les mutilations génitales féminines ne sont pas religieusement fondées. C'est pourquoi les leaders religieux sont un véhicule pour combattre cette pratique qui n'a pas en fait un fondement religieux. Pour gagner ces paris, les religieux optent pour les échanges d'expériences avec d'autres pays islamiques comme le Maroc et la Mauritanie dans le cadre de la lutte contre cette pratique traditionnelle néfaste à la santé de la femme et des filles. Nous savons tous qu'au niveau religieux, il n'y a aucun fondement religieux qui peut soutenir cette pratique-là. Plusieurs gens croient que la religion musulmane aide et pousse à pratiquer l'excision, alors qu'en examinant tous les textes religieux, nous trouvons qu'il n'y a aucun texte qui oblige ou qui même recommande de faire cette excision. Et depuis tout le temps, nous menons le plaidoyer envers ce secteur. Et Dieu merci, nous avons aujourd'hui une fatwa, une déclaration, je vais le dire comme ça, déterminant la volonté des leaders religieux à travailler auprès de tous les secteurs pour pouvoir débarrasser notre pays de cette coutume, de cette pratique. Malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires, les autorités du ministère de l'Action sociale ont toujours besoin du leadership de toutes les franges de la société guinéenne pour faire front commun contre cette pratique. Enfin, direction Madiana, plus précisément dans la sous-préfecture de Balandougouba. Une mission vient de séjourner dans les districts de cette commune rurale. Cette délégation, composée des fils de la localité, était porteuse des messages de paix. Il était surtout question de mettre fin aux mésententes qui ternissent l'image de cette contrée. Images et témoignages, Abdul Karim Kamara. Le fleuve Sankarani, patrimoine commun des 12 districts et des 8 secteurs de Balandougouba. Depuis la nuit des temps, ces villages vivent en bonne intelligence. Mais ces dernières années, des épisodes belliqueux sont fréquents. Des rapports de force entre les fils de ces localités ont débouché sur des cas de mort. Au fil des événements, une ligne de communication est trouvée pour mettre fin aux malentendus. Cette médiation est menée par les fils ressortissants de la contrée à Conakry. Nous avons décidé vraiment de venir rencontrer les parents et de leur sensibiliser. Une campagne de sensibilisation pour la culture de la paix. Nous voulons la paix. Sans la paix, pas de développement. Nous avons été entendus, écoutés. Nous avons promis qu'ils ne feront plus de conflits dans la localité. Aujourd'hui, les incidents sont clos. De Sidikila à Niani, en passant par Balandougouba, Kinyenkoura, Tabatefuga, Wolola ou encore Bougou, Banantou et Faragbekoro. Ces conflits étaient souvent d'ordre domanial. Mais chacun de son côté a eu le courage de reconnaître ses erreurs et promet de les corriger. Ce que nous entreprenons pour faire face au développement de notre localité, c'est d'abord la recherche de la paix. Tous les actes qui viennent d'ailleurs dans le sens du développement est soutenu par la jeunesse de la sous-préfecture de Balandougouba. Cette jeunesse, c'est nous-mêmes. Et nous les montrons souvent que l'avenir de demain, c'est nous. Le fondement même de l'islam est la tolérance. Avoir le dos large pour son prochain. Les dissensions survenues sont l'œuvre de Satan. Toutes les entités sociales de notre contrée ont beaucoup appris de ces erreurs. Plus que jamais, on ne retombera dans les mêmes travers. Ces localités constituent une partie de la contrée de Yomawanya à Malenke, terre de rochers, qui a toujours fédéré leurs habitudes. Elles embouchent à nouveau la même trompette, cette fois-ci celle du développement socio-économique, notamment la construction de la route qui mène à leur contrée. C'était l'essentiel de l'actualité. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgcoloma.info. Le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.